Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur bnews.fr. Nous sommes en compagnie de la meilleure coupe de cheveux du YouTube français avec Raphaël Descraques et Gig Météo. Et aussi celui qui parle le mieux anglais après Madeon. Je parle bien sûr de Hardisk. Tu me mets en compétition avec Gigmé. T'es en Parfaitement. train de lancer un clash interstellaire là, t'es au courant quand même hein. Pas du tout, mais je m'en relève. Attends, tu le sais. Alors du coup, on va commencer très simplement. Qui es-tu? Je suis Hardisk, je fais des vidéos qui parlent d'audiovisuel sur YouTube. J'ai fait pas mal de courts-métrages, je travaille dans l'audiovisuel. Et voilà, je fais de la vulgarisation un peu rigolote. Plus ou moins. J'essaye. On va te demander quel est ton parcours, comment tu en es arrivé là. Et de la lumière, je suis rentré, tu vois, c'est un peu ça. Hein. Non, j'ai un parcours très indépendant. J'ai pas fait d'études du tout. J'ai monté le son de ma voix, comme on me le dit à côté, voilà. Non, j'ai un parcours un peu à la con, j'ai pas fait d'études. J'ai monté une boîte de vidéos qui a bien marché. J'ai travaillé un peu dans la pub web très rapidement. J'ai fait de la réalité virtuelle pendant un an et demi. Voilà, donc je bossais dans la vidéo et puis j'ai toujours bien aimé ça, donc on va devoir lire tes fiches dans la vidéo, ça va être formidable. On va devoir baisser comme ça et lire tes fiches. Non, t'inquiète pas. Et ouais, et puis comme j'aimais bien ça, j'ai monté une chaîne YouTube autour de ça. Et puis il se trouve que là il y a des gens qui regardent aussi, donc c'est chouette. Et voilà, c'était un peu fait au feeling si tu veux, il n'y a pas vraiment de parcours tracé quoi. D'accord, tu l'as senti et t'es parti quoi. J'ai eu le flair, je l'ai senti. D'accord. Comme le petit lapin dans la forêt. Oh. Je dis ça parce que je suis à Rennes, la province, la forêt, on aime. Ah, la province, ça y est. Hop, première vanne sur la province, c'est parti. Voilà, il faut savoir que depuis le début Ouais, de la ouais. journée, Hardisk qui clash tout ce qui n'est Constamment. pas parisien, constamment. H24. Très bien, donc du coup, on va parler un tout petit peu de ton parcours après le bac. Comment tu t'es. Ouais. Donc, on va juste détailler un petit peu comment tu t'es démerdé pour Oui. en arriver jusque-là en fait. Jusque 60 000 abonnés sur YouTube maintenant, une boîte, etc. Comment tu as fait? Raconte-nous. Si tu veux, juste après de quitter le lycée, j'ai bossé à Auchan quelques temps, tu vois. Le début du parcours audiovisuel de qualité. Et puis j'ai commencé à bosser en freelance dans des agences à Paris. Je faisais du montage vidéo, je faisais des effets spéciaux en freelance. Et puis après avoir bossé dans pas mal d'agences différentes, j'ai monté un petit truc parce que j'avais quand même déjà quelques contacts pour avoir des clients, tu vois. Donc c'est vraiment en ramant, tu vois. C'est vraiment, t'as l'impression parfois de ramer sur un bateau pneumatique dans du ciment, tu vois. T'es vraiment comme ça, genre ça va à 2 à l'heure. Mais client par client, bah, ça finit par monter quoi. Quand tu fournis des trucs qui plaisent, ça marche bien. Et voilà, ça c'était pour le parcours pro. Et puis pour le parcours YouTube, si tu veux, je faisais des vidéos avec des potes. Et j'ai continué à faire des vidéos avec des potes. Je travaille quasiment toujours avec les mêmes personnes. À quelques détails près, il y en a qui ont arrêté, qui font autre chose maintenant, mais j'ai quasiment les mêmes personnes depuis le début en fait. Et ouais, on n'a juste pas arrêté en fait. Donc oui, donc après ton bac, tu t'es servi beaucoup de l'outil Google, on va dire. Le bon outil Google, celui qu'on Voilà. aime. Et donc tu as quand même réussi avec ça. Est-ce que tu penses que maintenant, avec toute la vulgarisation qu'il y a eu, Ouais. l'explosion d'internet et donc la multiplication des informations qu'on a, est-ce que tu penses qu'on peut encore trouver de l'information de qualité, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel ou dans d'autres domaines, Mhm. pour justement faire un peu comme toi et dire Ouais. C'est encore mieux maintenant. Hein. Franchement, quand j'ai commencé il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, hein, je te parle de ça, 2013-2014, hein. Quand j'ai tout commencé, c'était encore plus galère que ça l'est maintenant. Plus on avance, plus il y a des gens qui parlent de tout sujet différent. Ce que je disais je crois que je disais ça dans une conférence, je sais plus dans quelle convention, c'est que maintenant je suis persuadé que la majorité des métiers, tu peux les apprendre sur Google en fait. Et c'est là où il y a un rapport à l'école, si tu veux, qui est très compliqué parce qu'il y a pas mal de métiers où tu peux remettre en question la légitimité des écoles. Tu vois, moi je clash souvent les écoles de cinéma parce que la plupart de celles que je connais et de celles que je vois, ils apprennent des trucs qui sont pas à jour. C'est assez compliqué. Il est pas à l'aise dans son siège. Hein. Les genoux qui tremblent un peu. Hein. Mais ouais, donc c'est une bonne question à se poser parce que ça permet à plus de jeunes d'apprendre des métiers un peu tout seul, tu vois. Il suffit de suivre tes intérêts et tu finis par apprendre des compétences qui finalement sont un métier, tu vois. Tu te dis, ah, j'aimerais bien faire ça pour une vidéo, et puis ça, et puis ça, et puis ça, puis au final, 2 ans plus tard, tu sais faire un métier, quoi, tu vois. Et je sais plus c'était ta question déjà, mais. sur la Ouais, la vulgarisation. Il y a de plus en plus de contenu, il est principalement anglophone, et ça, ce sera toujours le cas. Ça, je pense que c'est un prérequis quand même, c'est de pouvoir comprendre l'anglais.
parce que toutes les nouveautés, en tout cas moi je parle dans la vidéo mais c'est souvent le cas dans d'autres domaines, sortent d'abord aux États-Unis et sont d'abord traitées par des journalistes et par des experts qui sont en général américains, anglais, etc. Donc il faut quand même pouvoir se renseigner sur ces sites-là, c'est super important. Mais en dehors de ça, ouais, c'est même amélioré, je dirais. En 2017, là, c'est... D'accord, donc Google, tu valides. Google, c'est validé. Donc du coup maintenant on va parler un petit peu de ton activité, donc comment tu te débrouilles pour gérer ton équipe, parce que je sais que tu n'es pas tout seul. Coucou Maxime Grandjean du coup qui est avec toi. Comment tu gères ton équipe, quelle est ton organisation du coup pour produire et les vidéos et gérer à côté? Ah, des coups de fouet mon pote, des coups de fouet directement dans la jambe, au sol. C'était rigolo, on se marre. Non, mais écoute, non, mais je fais pas quasiment pas de gestion. Enfin, je fais pas de gestion, tu vois. C'est des potes, c'est des gens que je connais, tu vois, qui ont décidé de participer à mes trucs. Les plus grosses équipes qu'il y a eu sur le quatrième mur, où il y a le quatrième mur, un épisode, c'est entre 15 et 20 personnes, sans compter les figurants. Donc, c'est des gens qui ont différentes compétences et qui sont très bons dans ce qu'ils font. Moi, il y a un truc dans la façon de gérer. Je gère beaucoup, si tu veux. Avec des gens à qui je fais extrêmement confiance, que j'adore ce qu'ils font de base en fait. Et tu vois, je prends un mec comme Tilou par exemple, qui fait toute la musique de mes quatrièmes murs. Tilou par exemple, moi j'adore son taf. Et à chaque fois, je crois que ça fait quelques années qu'on bosse ensemble maintenant, à chaque fois que j'ai bossé avec lui, je lui ai envoyé ma vidéo, je lui ai fait vas-y fais de la musique. Je lui ai donné aucun guide, aucun truc, rien du tout. Et à chaque fois, il m'a envoyé un premier jet et je disais ouais ça c'est génial, tu vois. Parce que je me disais en fait, plutôt que de lui donner des guides et de dire ouais je veux que tu fasses ça, je veux un truc un peu comme ça et tout, peut-être que en se réappropriant le truc et en faisant son truc, il va pas du tout faire un truc comme moi je l'avais imaginé, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien, tu vois. Et du coup, c'est dans mes projets, si tu veux, c'est très autogéré et du coup tout le monde se réapproprie un peu le truc à sa sauce. Ça ressemble pas forcément à ce que j'avais en tête, mais c'est vachement bien parce que chacun a fait un truc qui me paraissait cohérent et qui kiffait quoi. Ok, donc tu laisses vraiment libre à la création de ceux qui travaillent avec toi quoi, pour que ça donne un rendu Ouais, c'est... Après tu te contentes vraiment en fait d'envoyer ce que tu as fait et de faire valider après quoi. C'est ça, voilà, tu reçois les retours. Je valide les retours, ça arrive tendance qu'il y ait 2-3 retours, tu vois, mais c'est des trucs minimes quoi. La plupart du temps, juste ils ont lu, eux ils avaient une vision un peu comme ça, et du coup bah, c'est un peu une addition de visions différentes dans les projets, tu vois. D'accord, très bien. Comment elle est organisée ta chaîne YouTube? Parce qu'en ce moment c'est une vidéo tous les dimanches, si je dis pas de bêtises. Mais avant ça n'a pas toujours été ça. Comment t'as fait pour trouver une organisation que tu penses stable et pourquoi tu as pris cette organisation là? J'avais envie de produire plus de trucs avant, mais tu parles de ça au début de ma chaîne YouTube, hein. Je faisais un court métrage nul, d'ailleurs j'étais très mauvais à l'époque, tous les mois, et c'était vraiment pas assez. J'avais envie de faire plus de vidéos et je suis toujours exprimé un peu en vidéo, tu vois. Et j'avais des trucs à dire, donc je me suis dit une par semaine c'est bien. Parce qu'en plus quand tu es actif, les gens sur YouTube ils réagissent bien, tu crées une petite communauté, les gens qui parlent, tu réponds un peu sur Twitter et tout machin. Donc c'était assez chouette. Et en fait j'ai commencé à en faire. Et puis je me suis dit ah en fait c'est bien et j'ai continué, tu vois. C'est pareil, je gère un petit peu tout au feeling en fait, tu vois. Ça paraissait chouette, j'aimais bien le faire, donc j'ai continué à le faire. En plus t'as les retours des gens, t'as les discussions qui sont cool. Donc, qui t'a amené en fait à vraiment partir dans l'audiovisuel comment tu penses que t'es arrivé là en fait? Qu'est-ce qui a fait que t'as dit harddisk je sais pas du tout, mais j'ai toujours fait joujou avec des caméras depuis que je suis gamin. Après moi j'ai des sources d'inspiration très différentes de beaucoup de gens qui font du cinéma sur YouTube. Moi si tu veux, quand j'étais un peu gamin, j'étais pas à Paris pendant quelques années. Et c'était tout début de la DSL et de YouTube, etc. Genre je parle de ça en 2006-2007. Donc moi j'ai eu ça. Donc c'était le YouTube américain à fond. Si tu veux, moi toutes mes références audiovisuelles, les trucs que j'ai kiffé, c'est des gens qui faisaient des petits courts-métrages sur YouTube aux États-Unis en 2006-2007. Donc c'est Freddy Wong, Totally Sketch, des gens comme ça, tu vois. Et après, moi je suis très film d'action, film spectacle. Je suis un grand fan de la série Transformers à fond. Et je trouve que ces trucs-là, je pars dans complètement autre chose, qui n'est pas ta question, mais je trouve que ces trucs-là sont pas mal rabaissés à des espèces de films nuls pour beauf, tu vois, c'est grosso modo la critique, c'est ça. Alors qu'en fait, je te prends un mec comme Michael Bay, il a inventé un discours visuel qui est hyper différent de tout ce qui se faisait avant. Il y a plein de plans dans les films de Michael Bay que tu vas retrouver dans tous ces films qui veulent dire quelque chose, tu vois. Et au final, je pense que c'est des trucs qui ont une façon de communiquer ce qu'ils ont envie de dire différente. Ils n'ont pas un scénario super étoffé, c'est pas le but.
Mais c'est vraiment, voilà, c'est du cinéma spectacle, c'est du cinéma visuel, et c'est du cinéma qui veut te dire quelque chose quand même visuellement. Alors évidemment, voilà, le scénario il est écrit sur un bout de PQ, tu vois, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant. Bon, moi, voilà, c'était ça mes sources, si tu veux, qui m'ont donné envie un peu de faire ça. Comment tu arrives à gérer ta vie personnelle, ta vie professionnelle et YouTube finalement? Comment t'arrives à gérer ce triangle-là sans que ce soit hyper galère, sans que ce soit quelque chose de vachement stressant, etc. C'est hyper galère et vachement stressant. Voilà. Non, je dors très peu, je bosse beaucoup, j'ai pas vraiment de passion en dehors des vidéos, tu vois. Mais bon, après, c'est un style de vie, tu vois. Moi, je trouve que j'ai trouvé un truc qui est pas vraiment du boulot finalement, parce que c'est un truc que j'adore faire. C'est un peu. Je trouve que si j'arrêtais de faire des vidéos, je tomberais en dépression profonde, tu vois. Genre, grosso modo, c'est comme les gens. Je sais pas, les gens qui adorent leur boulot, qui partent à la retraite et qui sont en dépression, tu vois, c'est un peu le même délire, tu vois, ça devient une part de ton quotidien réel, tu vois. Donc, les gens en province. C'était l'instant régie, ça devient part de l'ignorance de cette blague absolue, quoi. Yes, campagne FM pour vous servir. Ouais, ça devient une part de ton quotidien si tu veux, et je le gère pas vraiment, juste c'est ce que je fais de 9h du matin à 1h, tu vois, toute la journée. Je fais une partie pro, une partie perso, un peu mélangée dans la journée, tu vois, et puis ça tourne, ça fonctionne. Il faut être bien organisé, il faut avoir un Google Agenda bien rempli, mais ça fonctionne. Et pour tout ce qui est de ton entourage, tes amis, tes potes, ta copine, j'ai des amis, j'arrive à voir des gens, je sors de chez moi. Je vois que tu te poses des questions là-dessus. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai une vie correcte, je passe de bons moments. Très bien, parfait. Tout va bien. Donc, se lever tôt et avoir des amis, c'est très bien. Alors, la clé de la réussite selon Hardisk, se lever à 9h et avoir au moins quelques amis histoire de sortir de temps en temps. 2, c'est le nombre maximal. Après, c'est ingérable. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Tu nous as mis un petit teasing là sur Facebook avec un petit message. Ça fait 2-3 mois que je tease un peu, ouais. Parce qu'en fait, moi je suis du genre à parler beaucoup aux gens par habitude, et c'est une mauvaise habitude. Parce que parfois t'as pas le droit de parler de certains trucs et t'es là genre. Tu t'enlèves ta main comme ça, physiquement, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais écoute, en septembre, je sors une vidéo qui annonce de gros trucs. J'ai travaillé toute l'année là sur un gros projet qui ne sort pas sur YouTube mais ailleurs. Donc ça c'est très très cool. Je vais faire des trucs mais c'est compliqué. Je surveille mes mots avec prudence, merci. Je vais faire des trucs chouettes, dont un projet qui sortira pas sur YouTube d'ici la fin d'année. Mais voilà, en dehors de ça. Et sinon, tout ce qui est quatrième mur, du coup, ça c'est fait. On a vu les derniers épisodes sont terminés. C'est fini, ouais. Ça c'est fini. Et tu vas pas en remettre une couche ou ça va revenir. En fait, il y a un truc qui va revenir, qui ressemble au quatrième mur, mais en différent, en amélioré. En fait, j'ai arrêté le quatrième mur parce que ça m'empêchait de parler d'autre chose que d'effets spéciaux, si tu veux. Et cette espèce de fil rouge d'histoire que je trouve était plutôt une bonne idée au début, au final était plutôt emmerdant parce que ça t'empêche de faire des émissions un peu quand t'as envie. Parce que le fait qu'il y ait un fil rouge d'histoire dans le quatrième mur très léger, tu vois, ça t'oblige à quand même garder une écriture, à garder des lieux très précis pour tourner, que t'avais déjà prévu avant et tout, c'est un bordel. Alors que quand tu fais une émission YouTube où t'as envie de poster un peu dès que t'as une idée, tu vois, c'est un peu compliqué parce que moi quand j'avais ça avec le quatrième mur, j'étais obligé d'attendre que le lieu où je voulais tourner était dispo, que les acteurs étaient dispo parce qu'il fallait bien des bons acteurs pour la suite de l'histoire et tout, c'était un merdier. Alors que là le nouveau concept aura pas d'histoire, c'est une émission qui reprend les codes du quatrième mur, mais j'ai envie de le faire en plus efficace encore, et ce sera pas le quatrième mur 2, ce sera vraiment différent. Mais ouais, il y a des oiseaux qui chient sur les fenêtres, mais philosophie. Grosse tempête se lève en Bretagne, tout le décor s'en va en fait. Mon Dieu. Mais ouais, dans l'idée, ça reste dans le même esprit. D'accord. Voilà. On va parler technologie maintenant. Ouais. Technologie, audiovisuel, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des nouvelles technologies aujourd'hui? Ça va très vite. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a ça va très C'est une mauvaise chose la technologie. Moi j'aime pas. J'aime bien les bougies. J'aime bien les trains au charbon. Foutez-moi la paix avec vos merdes. Voilà mon avis. Non mais écoute, ça bouge beaucoup. Je sors une vidéo sur ma chaîne d'ici une semaine ou deux qui parle justement exactement de ça.
de technologies qui n'existent pas encore ou qui existent à un stade très peu. Je te vois dans ma vision périphérale, du coup je sais que tu me demandes de monter ma voix. Ou qui existent à un stade très expérimental et du coup qui sont pas encore sortis dans des produits utilisables. Je parle de ça. Je pense que on va vers un truc qui est de plus en plus mobile et de plus en plus cheap en termes de prix. Je pense au téléphone de RAID hydrogène, je pense à des technos de stabilisation un peu logiciels améliorés. J'en parle dans ma vidéo de tout ça. Donc je pense qu'on va surtout vers un truc qui est plus accessible à tout le monde parce que si tu veux, là où avant il fallait 3 appareils différents pour faire un truc, il n'en faudra plus qu'un après, tu vois. Je fais l'exemple de la stabilisation avec un produit comme SteadyXP dont je parle dans la vidéo par exemple, qui en gros enregistre les mouvements de la caméra avec un petit gyroscope que tu mets sur ta caméra et après il s'en sert pour stabiliser au montage. Tu n'as plus besoin d'avoir un Ronin à 2000 balles pour stabiliser, tu sais, à l'ancienne quoi. Donc je pense qu'on va vers ça. Et que les 10 prochaines années vont être extrêmement chouettes. D'accord. Voilà. Donc tu sens vraiment le futur en fait avec un minimum d'accessoires pour un maximum de qualité et pour un prix qui va te faire que diminuer en fait. Ouais, bah c'est un peu la trend qu'il y a maintenant depuis le début des années 2000, hein. Plutôt 2007, mais si tu veux, à partir du moment où il y a eu la révolution numérique au cinéma, où il n'y a plus de pellicule, où il y a Red qui a sorti la Red One, ça n'a fait que tomber. C'est-à-dire qu'on a eu des caméras de moins en moins chères qui étaient de mieux en mieux. Canon a pris la vague au tout début, maintenant c'est plutôt Panasonic et Sony. Red arrive avec son téléphone qui a filmé des trucs de fou. On va en parler de ça. Et on est dans ce genre d'optique, si tu veux. Maintenant. C'est possible que d'ici 10 ou 20 ans, tu divises le nombre de gens nécessaires pour faire un film, même au cinéma, par 2, quoi. Là où tu as besoin de 300 personnes, peut-être que tu vois, il y aura moins de boulot, quoi. Voilà, je pense qu'on réduit les effectifs, le matériel, machin, tout est de plus en plus compact, mobile, dans un petit appareil qui fait tout, et moins cher. Mais justement, avec tout ce qu'on a maintenant, vu que on a dit les technologies évoluent vachement vite, qu'est-ce que tu conseillerais au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est un pléonasme, le 28 juillet 2017, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui n'a pas un très gros budget pour avoir suffisamment de quoi faire, en fait, pour faire de la vidéo, juste pour quelqu'un pour l'instant qui n'a pas beaucoup de budget, avec tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. GH4 d'occasion. D'accord. Point. GH4 d'occasion, le GH4 c'est mon gros kiff de 2016 et c'est encore le vrai en 2017. Le GH5 est sorti, mais t'es pas obligé d'acheter le GH5 quand t'es le GH4 parce que la différence est minime. Franchement, alors il y a plein de gens qui vont pinailler, genre non, il y a ça qui est important et tout, mais quand t'es pour quelqu'un qui démarre et tout, franchement c'est minime. C'est pas forcément des trucs qui vont être importants. Et l'intérêt du GH4, c'est que maintenant il a baissé de prix, il est à 900 € en neuf. Mais quand tu l'achètes en occasion, tu peux descendre entre 500 et 700 €, tu vois. Donc franchement, je vois pas de raison d'acheter autre chose en fait. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un truc qui est comparable à des caméras beaucoup plus avancées, beaucoup plus cinéma, à un prix qui est incroyable, quoi. Donc moi, le GH4, c'est ma grosse révélation encore. Et pour tout ce qui est logiciel de montage. Première. Ah voilà. Suivant. Final Cut, c'est mort. Final Cut c'est mort depuis quelques années maintenant. À partir de Final Cut 10, ils se sont suicidés. Ouais, quand ils ont commencé à supprimer les... Maintenant c'est revenu, mais si tu veux, à la base ils ont fait un tollé. Moi, à l'époque où Final Cut est passé à la version... à l'époque où Final Cut 10 est sorti, moi je travaillais en agence de pub à Paris et je me souviens que c'était l'hécatombe. Quand on est arrivé au bureau le matin, on a dit on va mettre à jour, on va voir un peu. C'était l'enfer, il manquait plein de fonctions pour les pros et tout. Ils ont décidé... d'organes de la journée. Ouais, 2 descentes d'organes. La vidéo, je vous la mettrai en ouais, c'est vrai, j'avais dit ça. Ouais, j'aime bien faire des blagues sur la descente d'organes. Mais ouais, c'était l'enfer quoi, parce qu'ils avaient décidé de simplifier tout. Et du coup, pour les pros qui s'en servaient depuis des années, tout le monde était bloqué, c'était l'enfer. Alors maintenant, ils ont un peu rattrapé le coup, ils ont un peu tout rétabli. Mais pour plein de raisons qui me prendraient 1h30 à expliquer, ils rattraperont jamais quoi. Parce que les Mac c'est moins bien optimisé que les PC, parce que c'est chiant. C'est chiant, Premiere c'est super cool, c'est interconnecté avec le reste de la suite Adobe, After Effects, Audition, SpeedGrade, etc. C'est d'une simplicité démentielle, c'est une rapidité démentielle. Il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser autre chose en fait.
T'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure du nouveau téléphone de Red qui est annoncé. Alors, délire est-ce que ça. tu as quelques C'est un délire. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Donc, on rappelle, ça prévoit aussi de faire des hologrammes, si je dis pas de conneries. Ouais. Et d'avoir d'être en fait un téléphone que tu peux rajouter plein de modules pour pouvoir filmer en fait à ta guise. Donc, est-ce que tu as des nouvelles informations? Parce que c'est vraiment une information qui est toute récente, si je dis pas de conneries, ça a un mois. Moi j'ai. Non, enfin moins d'un mois, ça. Une semaine et demie, 2 semaines, tout pété. Hein. Le temps passe tellement. 2 semaines, ouais. Moi j'ai pas plus d'informations que tout le monde, même les gens chez Red, quand je les appelle, ils me disent rien. C'est très très fermé pour l'instant. Maintenant, si tu veux, l'analyse primaire qui est à faire de ça, c'est que Red ils sont sur Pluton, tu vois. Voilà, c'est tout quoi. Red ils sont sur Pluton. Red. Ils prennent une industrie qui est un peu vieille et qui prend un peu de temps à évoluer, et puis ils arrivent, paf, on fait des hologrammes, quoi. Ils t'expliquent même pas comment ça marche et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur des sites et tout pour descendre ce produit-là en disant ils disent qu'ils vont faire des hologrammes et tout, c'est n'importe quoi. On connaît rien de la technologie, ils se foutent de notre gueule et tout. Et j'ai l'impression que ces gens-là savent pas de quoi ils parlent en fait, parce que Red, si on regarde un peu l'historique de la boîte, ils ont fait ça tous les 3 ans environ. Il n'y a que tous les 3 ans, Red, ils ont sorti un produit où l'annonce c'était beaucoup de photos marketing et pas beaucoup de détails techniques. Ensuite, tout le monde se met à gueuler en disant ouais, c'est n'importe quoi, machin, nana, c'est que du vent et tout. Et puis après, ils sortent le produit, parfois un peu en retard, mais ils le sortent. Et il se trouve que c'est aussi ouf que ce qu'ils disaient. Tu vois, la Red One, c'est un super exemple. Là, je me souviens que les annonces de la Red One en 2007. Quand ils ont annoncé ça, faut remettre le contexte, 2007, le cinéma numérique, ça existait très peu. C'était vraiment la première caméra numérique pour faire du cinéma qui était à égalité avec des caméras pellicules, tu vois. Et en gros, quand ça a été annoncé, la réponse de toute l'industrie, c'était c'est n'importe quoi, c'est des gros cons, on les connaît pas, ils disent n'importe quoi, et puis on va jamais changer de la pellicule parce que machin et tout. Résultat, ils ont juste changé complètement une industrie entière, tu vois. Donc moi j'ai tendance à leur faire complètement confiance parce qu'ils ont fait leurs preuves en fait tout simplement et c'est marrant parce que je te racontais ça tout à l'heure, mais il y a un mec sur Reddit qui a ressorti des vieux topics de forum en 2007 quand l'iPhone est sorti, le tout premier iPhone. Et t'as Steve Jobs qui fait son annonce et tout, le truc elle est révolutionnaire, il donne pas trop de détails, j'y fais des démos un peu comme ça, et tout le monde sur les forums un peu techniques, un peu de gens qui s'intéressaient à ça, tout le monde a gueulé. Tout le monde dit ouais, de toute façon c'est pas assez puissant, ouais machin, et puis moi mon Palm il fait plus de trucs, et puis machin et tout, et puis pourquoi il y a pas de stylet, c'est complètement con et tout. Et tu vois, c'est que à chaque époque il y a des gens comme ça qui se rendent pas compte de ce qui se passe en dehors de leur boîte, tu vois. Et faut juste pas voir l'avenir à 2 semaines plus loin, mais à un peu plus loin que ça, tu vois, parce qu'au final l'iPhone, juste il n'y aurait pas eu de smartphone sans ça, quoi. Et je pense qu'il est en train de se passer un truc un peu similaire dans la tête de pas mal de gens pour l'hydrogène de chez Red. J'attends que ça sorte, je suis prêt à avoir tort, ça se trouve ça va être une daube et je me serais planté, tu vois, c'est possible. Mais j'ai tendance à avoir confiance parce que ça fait quand même 2-3 fois qu'ils font leurs preuves avec ce genre d'annonce incroyable qui au final se concrétise en vrai produit chouette. Donc je pense que ça va être vraiment cool et qu'ils ont une chance de tuer complètement le marché du DSLR pour la vidéo. C'est-à-dire que si ce téléphone filme à une qualité correcte avec des modules, ou je sais pas comment ils vont faire, voilà, je pense que c'est la fin du vidéaste qui filme avec un appareil photo. Carrément. Complètement. Bah c'est terminé. T'as un téléphone portable à 1600 € qui va te sortir des vidéos d'une qualité comparable à ce que feraient d'autres caméras Red, vaguement, tu vois, évidemment, ce sera pas la même chose, mais on est sur des qualités cinéma. Pourquoi t'achèterais une autre caméra, un 5D Mark IV à 4-5 000 €, tu vois? Et t'as peut-être déjà toi, vu que t'es un peu dans le milieu et t'es un peu. Tu suis très fort les actualités de Red, on va dire. Très fort. Très très fort. Très fort. Fortement. Violent, c'est pour ça qu'il y a Hard dans Hard Disk d'ailleurs. Olé, c'est pas mal celle-là. Et franchement, sur les 4 blagues nulles de la journée, celle-là je la retiens, elle est pas mal. Ah merci, celle-là était ok. Ça en fera au moins une, très bien. Donc je disais, t'as peut-être déjà une petite idée de ce que ça va être ou qu'est-ce qu'ils vont foutre avec les hologrammes, etc. Alors si tu regardes un peu les hologrammes, où est-ce qu'on en est? Les hologrammes, on est passé des démos techniques en laboratoire à Jean-Luc Mélenchon. Donc si tu veux, on a plutôt une bonne idée à Paris. Ah, on connaît pas ça en province. On a plutôt une bonne idée de quoi ça ressemble. En gros, maintenant pour faire un hologramme de nos jours, le truc qui est utilisé, c'est de foutre un projecteur en dessous d'une table, de mettre des miroirs en triangle
Et en gros, quand tu regardes, ça fait un hologramme. Parce que les miroirs vont réfléchir, c'est le mot que je cherchais, réfléchir le signal et faire un hologramme de tous les angles. Ça marche pas mal, mais c'est assez gros, c'est assez chiant à mettre en place, et c'est certainement pas un truc que tu vas miniaturiser dans un téléphone portable. Ils ont précisé dans l'annonce que les hologrammes auraient leur propre format de fichier, ce serait du H4V. C'est ce qu'ils ont dit techniquement, et donc je pense que ça va être similaire à une vidéo 360 mis à plat. Quand tu travailles en réalité virtuelle et en vidéo à 360 degrés, donc quand tu mets un casque et tu regardes une vidéo comme ça en réalité virtuelle, tu vois effectivement quand tu bouges la tête, mais quand cette vidéo tu l'ouvres sur un ordi par exemple à plat, ce que tu vois en fait c'est un panorama rectangulaire, qui ensuite quand tu le mets dans le casque, ce panorama il est mis en boule. Et après, tu peux regarder dedans, tu vois. Donc je pense que ça va être un peu similaire. Ça va être un type de fichier qui, à plat, ressemble à rien, tu vois, mais ressemble à un truc. Pourquoi pas sous forme de triangle aussi, où je sais pas, aujourd'hui un bout de l'image là, un bout de l'image là, et qui, quand c'est reformé, ça fait tous les angles, tu vois. Et puis à l'intérieur, l'écran, une technologie qui interprète en fait cette image plate et qui te la remet un peu dans tous les sens. Beaucoup de gens ont comparé ça avec la 3DS de Nintendo qui fait un effet un peu 3D. Jim Janard, le PDG de Red, a précisé que ce serait pas cette technologie-là, que ce serait plus avancé, c'est basé sur des nanotechnologies ou je sais pas quoi. Il y a quelques détails techniques que des gens ont réussi à fouiller. Donc on tend vers ça, on tend vers un fichier plat qui sera interprété par une sorte de nouvelle technologie d'écran qui n'existait pas avant, qu'ils ont inventé, et qui te sortira un truc un peu avec une 3D simulée, mais apparemment de très haute qualité, donc j'attends de voir. Ça marche. Et on va rester un peu sur YouTube, sur le monde de YouTube actuellement. Est-ce que tu aurais des chaînes, voilà, on va demander des chaînes françaises ou anglaises comme tu veux, qui seraient intéressantes pour le grand public et qu'il faudrait qu'elles soient plus pour du grand public? Pour tout le monde en fait, des chaînes que tu recommandes en gros sur l'audiovisuel, sur vraiment sur l'audiovisuel, sur l'audiovisuel, là vraiment. Uniquement pour l'instant. Parce que l'audiovisuel, les grands publics, fatalement, c'est. Justement, qu'est-ce que tu penserais de. Ah bah, les classiques, Philippe Bloom, Film Riot. Je me à faire plein de notifications. Corridor Digital, évidemment. Rocket Jump. C'est vraiment des vidéos plus axées sur l'audiovisuel, beaucoup moins sur l'humour du coup. Non, c'est full audiovisuel, ouais. Parce qu'on rappelle que Hardisk est avant tout un humoriste, bien évidemment. J'adore l'humour, j'adore rire, c'est ma passion. Je fais les mariages et les enterrements. Et les baltraps, je sais pas. Et la province. Ok, audiovisuel, est-ce que du coup tu as des chaînes que toi tu adores, tu affectionnes particulièrement? Je sais que la chaîne News par exemple qui va sortir. Évidemment, quotidiennement une vidéo dans 2 ans. Psychic Peebles. Qu'est-ce que je regarde Alors, Game Theorist, c'est un mec qui fait des théories sur les films et les jeux vidéo et qui suranalyse tout et qui est vraiment super. Boogie 2988. C'est un mec à l'ancienne de YouTube, ce mec-là. C'est un mec qui fait c'est un mec qui fait d'espèces de l'analyse YouTube entre guillemets, tu vois. En français, le plus proche ce serait Absol peut-être, mais sauf que c'est vraiment dans un style différent parce que le mec est sur YouTube depuis le début de la plateforme, quoi, tu vois. Casey Neistat, mais ça évidemment. Film Riot, je l'ai dit un peu avant. Rice Pirates, qui fait partie des mecs qui font de l'animation 2D et du cartoon, qui est super drôle. Business Casual, c'est vachement bien ça. Ils prennent des sociétés random dans le monde et ils font leur histoire. Et c'est des petites chroniques de 15 minutes, c'est super chouette. Captain, je voulais en parler tout à l'heure. Captain Disillusion. Le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des vidéos virales Facebook, tu vois, random, où genre t'as un mec qui se fait écraser par une bagnole et il analyse comment est-ce que ça a été, enfin, des vidéos fausses, tu vois, qui ont été fake et comment est-ce que ça a été fait, tu vois. Mais il analyse ça de manière super bien foutue. Genre, c'est vraiment intéressant. Code Fusion, qui pareil parle un peu d'histoire mais moderne, genre l'histoire de Nokia, ou genre comment est-ce que la technologie va évoluer dans le futur, genre le truc. Ouais, il y a Domix et Egoraptor qui pareil font du cartoon 2D. Il y a toute une frange du YouTube américain qui fait du cartoon en 2D et qui est super drôle. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir en France. Je crois pas que ça existe, ou alors très peu. Ça existe pas beaucoup, ça. Un mec qui me tue de rire, putain. Kylian Experience. C'est génial. Le mec, il a le nom le plus pété de l'univers. C'est un mec suédois qui fait des vidéos en anglais, donc il a un accent à coucher dehors, tu vois.
et il fait des vidéos sur le jeu vidéo, mais c'est tellement décalé que ce serait compliqué à expliquer. C'est pas du tout des vidéos de gaming alors que sur le jeu vidéo, c'est extrêmement décalé, tu vois. C'est assez marrant. Et en français, et en plus c'est un truc que tout le monde connaît, McFly et Carlito, putain. Ah oui. McFly et Carlito, je trouve qu'ils ont recommencé leur chaîne YouTube à un moment donné. Genre ils ont toujours une chaîne YouTube, Ouais. mais ils se sont mis à faire du contenu fréquent et cool. Bah, Chaque tous les dimanches, comme toi, ils t'ont complètement plagié. Grave plagiat, rendez l'argent. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois ça aussi qu'ils sont repartis. Mais voilà. putain, mais chaque vidéo est trop chouette quoi. Oni NG, pareil, qui fait du cartoon. Je me peut-être pas tout parce que j'ai la flemme. Quinton Reviews, qui fait des espèces de reviews de films à la base, mais il fait aussi des reviews d'événements et tout, et qui est pareil, hyper décalé. J'aime que des mecs qui ont un humour décalé, bizarre en fait. Voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter pour clôturer cette interview? Un message à tous ceux qui regardent cette belle interview. Je tiens à dire que cette espèce de bande de bras cassés là, les deux zigotos qui m'ont chopé à mon train ce matin, n'empêche que ils ont beau avoir des livres pour faire un trépied et des téléphones faits à la bite qui s'éteignent les 2 minutes pour filmer, ils sont quand même vachement bien démerdés, ils m'ont envoyé des messages, ils ont tout bien organisé et tout. Et au final, vous êtes un peu un exemple vivant qu'on peut faire plein de trucs avec pas grand chose, que du coup on s'est tous retrouvés à Rennes, là on a fait un truc un peu chouette, on va aller au Meltdown après, à boire des coups avec des abonnés, j'ai fait un petit événement et tout, on a organisé un truc vachement sympa, donc voilà, pour vous qui regardez ça, voilà, bnews.fr, c'est un bon exemple, parce que voilà, on peut lancer des trucs comme ça avec 3 bouts de scotch et de la salive, et on y arrive quand même à faire des vidéos et du contenu quoi, donc ouais, bravo. Tu parles un peu vite parce que la vidéo n'est pas sortie, mais merci beaucoup à toi. 8 ans plus tard. Si t'as bien aimé cette vidéo, abonne-toi et mets un pouce bleu. Et c'est une arnaque parce que tu ne me reverras jamais sur cette chaîne parce que je ne fais pas partie de l'équipe. On aime, on adore. Mais va sur le site, il y a des articles, il y a la playlist du mois. Ils font de la variété française apparemment et il semblerait que ce soit sympa.